Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire que nous avons décidé aujourd'hui de consacrer à l'intelligence artificielle et aux défis et aux opportunités que cela peut constituer pour la profession d'avocat. Alors d'abord, je tenais chaleureusement à remercier tous les intervenants à ce webinaire. Monsieur Jean Salentin, qui est docteur au CNRS, professeur et docteur au CNRS. Charlotte Robe, qui est avocate au barreau de Paris et membre de la commission formation du Conseil national des barreaux. Sophie Cornu, qui est avocate au barreau de Nancy, présidente de la CE Lorraine. François Giraud, qui est avocat au barreau de Montpellier. Et David Lévy, qui est également élu au Conseil national des barreaux et avocat au barreau de Paris. Et enfin, Juliette Cheblin, qui est également avocate au barreau de Paris. Donc, merci à tous d'avoir accepté d'intervenir à ce webinaire. Alors effectivement, on va parler d'intelligence artificielle. Et si le sujet de l'intelligence artificielle n'est pas nouveau, c'est vrai qu'on a connu ces dernières années une accélération prodigieuse, notamment avec l'émergence de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative et tout ce qui concerne par exemple le ChatGPT et autres systèmes d'intelligence artificielle générative. Alors ça soulève effectivement des questions au regard de notre profession. Évidemment, ces outils d'intelligence artificielle, ils présentent un intérêt manifeste pour notre profession dans lequel on manipule énormément d'informations. On utilise d'ailleurs tous aujourd'hui certains outils qui embarquent de l'intelligence artificielle, notamment des outils de jurimétrie, qui nous faire des recherches de jurisprudence. Mais on voit qu'aujourd'hui, on est en train finalement d'avoir des outils qui sont de plus en plus développés. On sait que dans le cadre des arbitrages de l'IA Act qui sont finalisés, en fait, ne seront classés à haut risque en fait, que les systèmes d'intelligence artificielle qui sont destinés aux autorités judiciaires, comme par exemple tout ce qui concerne l'évaluation des risques de récidive en matière pénale, mais à l'exclusion en fait, des systèmes d'intelligence artificielle qui sont destinés à être utilisés par les autres professionnels du droit, comme les avocats. Donc, on n'aura pas, nous, de système, nos systèmes d'intelligence artificielle ne seront pas classés comme à haut risque. Il n'en demeure pas moins qu'on a des règles professionnelles, une déontologie, et qu'il va falloir voir comment, au sein de notre institution nationale, on va pouvoir encadrer finalement l'utilisation de ces outils qui présentent des avantages certains pour les confrères, avec le respect de nos règles professionnelles. Alors d'abord, je voulais donner la parole à monsieur Jean Salentin, alors qui n'est pas issu du monde du droit, mais qui va pouvoir nous donner, lui, son regard en fait d'expert par rapport à notre métier d'avocat, qui est un métier qualifié dans lequel, effectivement, on parlait, il y a de la manipulation d'informations, mais pas que. Il y a également du raisonnement, il y a de l'empathie, il y a de la technique contractuelle fine. Comment vous imaginez-vous que l'intelligence artificielle, tous les nouveaux outils vont pouvoir finalement impacter notre profession, hein? Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité à donner mon point de vue et puis je suis ravi de me retrouver dans le monde du droit que j'ai un peu fréquenté, ayant beaucoup travaillé jadis avec Didier Ferrier, qui dans le contexte du Centre de droit des affaires de Montpellier. Alors, pour faire intervenir l'IA en général dans ce débat, je pense qu'on peut partir des problèmes que pose la régulation de l'IA, dont vous venez de parler, Isabelle, en parlant de l'IA Act. Et parce que l'IA est réguler l'IA est un bon moyen de la comprendre. Donc, plutôt que de parler de l'IA en général, ce qui serait impossible en 5 minutes, je pense qu'il est intéressant de voir que l'on peut réguler les phases de recherche, de développement industriel et d'usage de l'IA, et qu'il est bon de le faire par tous les moyens mis à notre disposition. Et parmi ces moyens, il y a les moyens du droit. Et que c'est aussi une bonne manière de comprendre les défis et les menaces, et même d'entrer dans le fonctionnement de l'IA. Bon, c'est pourquoi je pense que les juristes disposent d'une porte d'entrée très officielle et très efficace dans le monde de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, souvent, il est présenté l'IA comme un objet, l'IA n'est pas présenté comme un sujet, donc on ne peut pas le réglementer, on va pouvoir le réguler, enfin tous ces discours-là qui sont au fondement de l'activité de régulation qui est mise en place.
Bon, et le fait de le travailler et d'avancer, d'estimer des niveaux de risque, etc., c'est tout à fait la bonne méthode. Donc, je ne reviendrai pas du tout là-dessus. Par contre, je vais présenter l'IA telle qu'elle est, et comme elle bouge très vite en ce moment, vers où elle va, comment elle sera. Alors, en mettant en avant des points saillants. Le premier point saillant que je vais mettre en avant, c'est qu'une IA régulée, régulée au sens juridique du terme, amplifie notre puissance créatrice. Bon, donc, c'est-à-dire une IA non régulée n'amplifie pas notre puissance créatrice. Alors, plus exactement, en sciences et enfin en philosophie, ce qu'on entend par dogme ignorance, ça consiste à savoir ce qu'on ne sait pas. Bon, alors, et tout chercheur, lorsqu'il avance un projet, il a besoin de préciser devant une agence souvent d'éthique, quelle est son hypothèse et quelle va être sa démarche. Bon, donc, et l'activité créatrice en tant que telle, elle est, quand elle est menée collectivement, elle est sujette à l'aléa, à la défaillance, qui, en droit, sont généralement régulés par des contrats entre parties. Donc, l'agence réglementaire, d'une certaine manière, joue un certain rôle de partie dans un contrat ou un accord qu'elle va devoir faire avec les différentes entreprises faisant de l'IA, qui concernera la traçabilité, la transparence, la fiabilité, l'explicabilité, l'utilité et la confiance que l'on peut accorder aux outils qui sont mis à la disposition du public. Sans cette confiance, on perd en puissance créatrice parce qu'on est vraiment à la merci de tous les charlatans. Donc, c'est important, le premier point, c'est de voir qu'on a besoin d'une IA régulée de façon à être créatif. Alors, le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'une IA régulée, elle suscite la créativité, mais aussi la paresse intellectuelle. Même dans les domaines où l'IA est au niveau des meilleurs, la créativité humaine peut progresser. Alors, je parle, quand je dis que l'IA est au niveau des meilleurs, je pense au Go, aux échecs, etc., et même domine la plupart des gens. La créativité humaine peut quand même progresser, et elle peut le faire dans la mesure où les démarches machines et humaines procèdent de la même rationalité. Alors, le fait de procéder de la même rationalité est une question que je vais aborder ensuite, parce que cela veut dire que la rationalité est fondée et liée souvent à la logique. Donc, je vais devoir en parler le point d'après. Mais pour parler de paresse intellectuelle, je pense que les juristes, comme autres professions, doivent se méfier d'une paresse intellectuelle suscitée par une activité presse-bouton, comme celle qui vient des contrats types préparés à l'aide de l'IA. Donc, vous voyez, donc il y a une sorte d'aporie entre créativité et paresse intellectuelle, et qu'il faut gérer dans chaque profession. Alors, le point d'après que je voudrais avancer, qui lui est un point de recherche très actuel, c'est que penser et calculer relèvent de la même rationalité. Bon, les juristes considèrent souvent que l'agir rationnel fait le sujet du droit. Bon, c'est une phrase assez classique. La logique classique, elle fonde de façon universelle la rationalité depuis des millénaires, mais elle ne s'applique pas au calcul. La logique du calcul est une logique intuitionniste. Alors, et ces logiques-là, elles n'ont qu'un siècle, elles sont moins connues. Ce sont des logiques dans lesquelles on considère que le contre-exemple a valeur et que les exemples n'ont valeur que si elles ont des preuves constructives. Donc, vous voyez, la notion d'exemple et de contre-exemple ne sont pas traitées de la même manière. Et cette logique, elle va se substituer à la logique classique pour l'IA. Et la logique intuitionniste, elle n'est pas idiote, vous voyez, parce que si je suis en logique classique, je dirais je suis ici, la négation, ce serait je suis ailleurs. En logique classique, je ne suis pas ailleurs, donc je suis ici. Bon, ça ne va pas bien dans la vie courante. Quand on n'est pas ailleurs, ce n'est pas suffisant de dire qu'on n'est pas ailleurs pour dire qu'on est ici, parce qu'il faudrait une preuve constructive et qu'on ne saura pas faire. Vous voyez, donc, le fait que cette logique ait de l'importance, ça vient en particulier de ce que les formalismes que les gens commencent à penser donner à l'IA,
Il faut savoir que l'intelligence artificielle, à ce jour-ci, n'a pas de formalisme. C'est quand même assez original. Et l'intelligence artificielle, on ne peut pas utiliser les grands formalismes des mathématiques pour la mettre dedans. Justement, parce qu'elle relève de mathématiques beaucoup plus originales et nouvelles qu'on appelle celles qui ont été commencées par Alexandre Grothendieck, qui sont liées à la théorie des topos, théorie des catégories, etc. Donc, ce qui fait qu'on peut imaginer qu'il y ait une coévolution de l'IA et de ses formalismes, donc elle va bouger. On est dans une situation où l'IA, elle est vraiment au départ. Mais on peut prendre ça au sérieux parce que l'entreprise Huawei chinoise, qui veut être parmi les grands en intelligence artificielle, a recruté tout un département de spécialistes de la théorie des catégories en France. Et il y a installé son centre de recherche. Alors, ça, c'est un autre point qui me semble important. Je voudrais, sur le dernier point, alors, je vais vous le trouver quand même, ouais. Intervenir sur le point suivant, qui est de dire, puisque vous avez parlé de ChatGPT tout à l'heure, que ChatGPT, en fait, c'est un idiot utile. Alors, évidemment, ça fait un peu provoquant. Je lui ai posé la question, il n'est pas content du tout. Je lui ai dit, argumente pourquoi tu n'es pas un idiot utile. Il m'a dit, il m'a donné plein de raisons pour lesquelles il n'était pas un idiot utile, et aucune raison pour laquelle il serait un idiot utile. Donc, il n'est pas capable d'argumenter ce point-là. Alors, pourquoi il est un idiot utile? Parce que, par contre, vous le connaissez tous, il est capable, c'est un agent conversationnel qui s'adresse quotidiennement à des millions de personnes. Et il nous bluffe parfois par ses capacités langagières. Pourquoi il est idiot? Car il est techniquement incapable de donner du sens aux propos qu'il nous fournit, même si on les trouve bien. Il ne sait pas dire pourquoi tu as dit ça, il ne peut pas répondre. Il n'a pas ça. Par contre, il est remarquable pour tchatcher, on pourrait dire. Alors, bien qu'il ne pense pas, il est utile comme compagnon de route. En effet, ses réponses, en nous donnant l'illusion qu'il a des connaissances, nous mettent en face des incertitudes, imprécisions de nos propres propositions et nous permet ainsi d'agir plus efficacement dans le débat. C'est ainsi qu'il peut stimuler notre créativité. Et il faut faire très attention, et les enseignants le savent bien, qu'il ne faut pas que ça stimule la paresse intellectuelle de ceux qui l'utiliseraient directement pour produire une réponse. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour ces développements. Donc, on comprend effectivement que l'intelligence artificielle, même si c'est des choses dont on parle depuis longtemps, puisque c'est assez ancien, on en est à l'heure actuelle à des nouveaux développements qui fait qu'on ne sait pas dans les années à venir à quelle vitesse les outils qu'on connaît aujourd'hui vont se développer. Moi, ce qui m'intéresse, et maintenant j'aimerais me tourner vers David Lévy, c'est la question du secret professionnel, parce qu'à la CE, on s'est beaucoup battu sur cette question du secret professionnel. Pardon. Et quand on pense à l'intelligence artificielle et à ces nouveaux outils, si vous les avez essayés, effectivement, tant qu'on était sur des outils de jurimétrie où on formule des requêtes pour chercher de la jurisprudence, on n'a pas de difficultés particulières. Mais on commence à avoir des outils qui sont de plus en plus puissants, dans lesquels finalement, pour avoir des réponses pertinentes, on est obligé de donner un certain nombre d'informations qui sont potentiellement couvertes par le secret professionnel. Donc, David, quelles sont tes pistes de réflexion pour justement articuler en fait cette innovation, ce progrès avec finalement nos enjeux, nous, de secret professionnel? Merci beaucoup Isabelle. Bonjour à toutes et à tous et ceux qui sont avec nous, qui nous ont rejoints aujourd'hui. On est vraiment heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. La question qu'Isabelle pose, c'est une question d'ordre profondément éthique. Parce que quand on parle de déontologie de l'avocat, quand on parle de secret professionnel, c'est-à-dire le secret de la relation entre le client et son avocat, on parle d'éthique. Alors, ma réflexion, elle est, je vais essayer de la présenter de la manière la plus simple et la plus directe possible, qui pourra peut-être à un moment vous faire sourire, mais qui en réalité, j'ai essayé de l'ancrer dans des choses de bon sens, des choses très pragmatiques. La première chose, c'est que les outils d'intelligence artificielle ne sont pas des avocats et ne sont soumis, ces outils, à aucun
secret, aucune règle relative au respect du secret ou du secret des données qui sont rentrées dans ces outils, qui y sont stockés et qui ultérieurement vont être réutilisés par l'outil. Donc, on est là déjà dans une asymétrie totale. Nous, avocats qui allons utiliser ces outils, sommes impérativement, fondamentalement soumis au secret. On ne doit rien révéler de ce qui est couvert par le secret, de ce qui est confidentiel et de ce qui rentre dans la relation avec nos clients. Mais l'outil, lui, il n'est absolument pas tenu à ce genre de règles. À partir du moment où on veut utiliser ces outils, et pour respecter ces problématiques de secret, il va falloir évidemment être totalement transparent. Et transparent envers l'utilisateur, envers le client, mais aussi envers les personnes auxquelles on va s'adresser après avoir utilisé l'outil. La vraie difficulté pour moi, en l'état, sur la problématique intelligence artificielle, secret de l'avocat, c'est la problématique des données, de l'utilisation des données. Je m'explique. Quand on a recours, et M. Salentin vient très bien de l'expliquer, à des outils d'intelligence artificielle, on doit donner un certain nombre d'informations à l'outil pour qu'il puisse répondre à la question qu'on lui a posée. Et là, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est que ces données que nous allons rentrer pour obtenir une réponse sont ou peuvent être couvertes par le secret et par la confidentialité. Première chose. Deuxième chose, ces données-là, on ne sait absolument pas où elles sont stockées, ou on va le savoir où elles sont stockées si on se renseigne un peu. Et pourquoi je pose la question de savoir où elles sont stockées, ces données? Parce que c'est la question du droit applicable et de la juridiction qui va couvrir la question de l'éventuelle saisie des données qui sont stockées dans les outils d'intelligence artificielle. Je fais référence à quoi? Je fais référence très simplement aux perquisitions et aux saisies. En France, on sait exactement quelles sont les garanties dont bénéficient les avocats en cas de perquisition et de saisie de documents, de pièces couvertes par le secret. Article 56-1 du Code de procédure pénale, garantie, présence du bâtonnier, contestation, etc. Ça, on connaît par cœur et on sait. En revanche, les règles très protectrices et qui nous garantissent un certain nombre de droits ne sont pas les mêmes en Irlande, dans des pays d'Europe du Nord, aux USA. Et donc, rien ne me garantit que les données que j'ai rentrées et qui sont couvertes, le cas échéant, par le secret, ne seraient pas saisies dans une juridiction où je ne dispose pas des mêmes droits et des mêmes garanties de protection de mon secret, du secret que je dois à mon client. À partir de là, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme approche ou comme recommandation? Je synthétise volontairement mon propos. Première recommandation, première idée, c'est quand on va utiliser un outil d'intelligence artificielle, on ne va pas rentrer des données couvertes par le secret ou la confidentialité. Là, il y a une vraie difficulté, on ne peut pas le faire pour les raisons que je viens d'expliquer. Mais en plus, deuxième recommandation, si j'avais à en faire, c'est que je ne rentrerai pas non plus dans les outils d'intelligence artificielle des données qui tiennent à un savoir-faire propre et particulier au cabinet. Parce que, et pour les deux cas que je viens de citer, les données, je le répète, vont être stockées, réutilisées, remoulinées et éventuellement remises dans des réponses à des questions posées par d'autres, et sur lesquelles je n'ai absolument aucune connaissance ni aucun contrôle. Et tout ça, je le fais pas dans un cadre totalement dénué de fondements juridiques. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que je vais me référer à ce qui se passe dans l'Union européenne et notamment à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 juillet 2020 qui s'intitule, qu'il est convenu d'appeler la décision Schrems II, dans laquelle la Cour de justice va dire que à partir du moment où elle a invalidé à l'époque ce qui était appelé à l'époque le Privacy Shield en Europe,
on ne pouvait plus transférer de données de données numériques vers les USA, et notamment dans le cadre de l'intelligence artificielle. Et la difficulté, c'est que, évidemment, les outils qui se développent dans ces juridictions et dans ces États. Donc, la difficulté, pour moi, en l'état, je le répète, c'est la sensibilité de la donnée couverte par le secret, par la confidentialité, qui vient nourrir un outil dont on ne sait pas ce qu'il va faire, on ne sait pas où ce sera stocké et on ne sait pas où ce sera réutilisé. Donc là, beaucoup de vigilance. Et puisqu'on est dans un domaine éthique, la question donc qui se pose après le constat, après éventuellement des recommandations, il y a peut-être une dernière piste de réflexion à développer qui serait la question de la régulation. Alors, on peut hésiter entre réglementation pour aller vers quelque chose de plus fort pour poser une règle, ou alors aller vers la régulation de l'utilisation des outils en attirant l'attention des confrères, des avocats, sur les dangers liés aux outils d'intelligence artificielle. Pour conclure, ce que je viens de dire, ça ne revient pas à dire n'utilisez jamais les outils d'intelligence artificielle, c'est pas ça. Utilisez-les, mais en ayant conscience des problèmes éthiques, déontologiques et très pratiques et très concrets que ça va nous poser au regard de la protection en matière de secret, de confidentialité que nous devons à nos clients. Merci David pour ton analyse que je partage tout à fait, effectivement. Et moi, j'avais participé à une table ronde aux ateliers transformation du droit, justement sur l'éthique et l'intelligence artificielle, avec notamment des magistrats, et dans lequel finalement, on sait que, en tout cas au niveau européen, il n'y aura pas de réglementation, mais pourquoi ne pas envisager nous-mêmes une régulation interne et en tout cas une charte de bonnes pratiques, y compris à destination des éditeurs, pour leur dire finalement quel est notre cadre. Et ça, Juliette peut nous en dire deux mots aussi de notre cadre déontologique, parce que donc on a évoqué la question avec David du secret professionnel et des données personnelles, mais il y a aussi toute la question de la transparence quand on utilise ces outils. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des outils notamment d'arbitrage ou de médiation qui utiliseraient de l'intelligence artificielle. Il y a aussi sur ces outils-là un enjeu de transparence vis-à-vis de nos clients. Quand on leur conseille, par exemple, de leur expliquer en fait qu'il y a un outil derrière qui prend une décision automatisée. Voilà. Donc Juliette, si tu peux nous dire deux mots aussi, toi, de ce que tu vois comme impact par rapport à nos règles déontologiques. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Alors pour rebondir sur ce que disait David, l'intelligence artificielle, c'est à la fois un outil évidemment formidable et une opportunité, on l'a dit, en termes de productivité, d'efficacité juridique, enfin d'efficacité juridique sous réserve de la façon dont on l'utilise évidemment, mais ça pose des questions éthiques et donc de responsabilité, et de responsabilité tant déontologique sur les aspects secrets professionnels sur lesquels je ne vais pas revenir, mais aussi sur le plan de la responsabilité civile professionnelle. Sur l'aspect déontologique, un petit rappel, j'ai regardé un petit peu dans le RIN les dispositions sur lesquels il faut se raccrocher, le socle en fait, le socle réglementaire. On sait que l'avocat ne doit à aucun moment sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l'induire en erreur. Ça, c'est vis-à-vis des juges quand on fait du judiciaire, mais vis-à-vis de nos clients de manière plus générale, on a un devoir de conseil, d'information, évidemment. Et donc, l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle doit inciter l'avocat à la plus grande prudence, évidemment, qui est une de nos obligations déontologiques, mais et cette prudence, elle s'applique sur la vérification des sources, en fait. La vérification des sources, la vérification du raisonnement, c'est-à-dire qu'il faut, ce que disait Monsieur Salentin en introduction, il va falloir vraiment se prémunir contre toute forme de paresse intellectuelle et se servir de l'intelligence artificielle comme un outil de créativité supplémentaire, mais en aucun cas, cette intelligence artificielle ne doit évidemment remplacer l'intelligence de l'avocat et sa capacité, encore une fois, à vérifier les sources, vérifier la validité des raisonnements
et l'intelligence humaine, elle est toujours là pour la prise de décision. Donc, j'entendais Isabelle que tu disais, bon, il y a certains outils d'intelligence artificielle qui peuvent proposer des prises de décision. Pour moi, en tout cas de mon point de vue, au plan déontologique, la décision finale, elle doit toujours être prise par l'avocat, enfin en concertation avec son client évidemment, mais les outils d'intelligence artificielle ne doivent être qu'une aide, un support, mais qu'on doit toujours être capable de challenger et de remettre en cause, parce qu'il est important, quand on prend le texte du RIN, il ne faut pas qu'un avocat sciemment donne une information fausse ou de nature à induire en erreur. Donc sciemment, ça veut dire quand on se trompe de bonne foi en ayant fait des vérifications, ça va être difficile de mettre en cause notre responsabilité déontologique ou notre responsabilité civile professionnelle, mais ça veut dire qu'il va falloir aussi qu'on soit en mesure de démontrer qu'on a fait ce travail, qu'on a fait cet effort, cette réflexion, cette vérification, et donc la charge de la preuve, elle va peser sur nous. Donc il faut avoir ça, présent à l'esprit. Et la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, avoir confiance en un outil hyper performant, c'est très bien, mais notre rôle en tant qu'avocat auxiliaire de justice et avec une responsabilité tant déontologique que civile professionnelle forte, ça va être vraiment de vérifier les sources, vérifier le contenu, vérifier que l'outil n'hallucine pas, puisqu'on le sait, il y a des biais et parfois l'intelligence artificielle hallucine, c'est-à-dire va créer des solutions qui vont facialement apparaître totalement logiques et cohérentes et en fait nous berner. Donc voilà, donc les principes en tout cas déontologiques qu'on doit bien garder en tête, qui n'ont rien de révolutionnaire, mais c'est probité, prudence, compétence, mais aussi loyauté dans la transparence de l'information. Tu l'as mentionné Isabelle, l'information de nos clients, puisqu'il nous semble qu'au plan de la loyauté, de la transparence et de l'éthique, finalement, on ne peut pas avoir recours à des outils d'intelligence artificielle sans que le client en soit informé, d'autant plus si certaines informations, sous réserve de les anonymiser ou ont vocation à nourrir la machine pour lui permettre de réfléchir. Ça veut dire que concrètement, dans nos lettres de mission, dans nos conventions d'honoraires, il va falloir en faire état de façon claire et explicite. Et puis vérifier aussi par ailleurs, mais ça ce sera peut-être le sujet d'un autre webinaire ou en tout cas des réflexions qu'on sera amené à mener, je l'espère, au sein du Conseil national des barreaux sur tous ces sujets-là, sur l'aspect responsabilité civile professionnelle, c'est-à-dire les garanties assurantielles qu'on a et les recours éventuels qu'on a face à ces outils. D'ailleurs, à ce sujet, Juliette, on a une question sur le chat qui nous demande si la charge de la preuve sera-t-elle toujours sur l'humain ? Je pense que oui, ça c'est mon avis. Je ne vois pas très bien comment il pourrait en être autrement. En tout cas, il me semble que c'est quand même important qu'in fine, ce soit les humains qui gardent le contrôle. J'espère que tout le monde sera d'accord avec moi. Alors, il y a effectivement, oui, cette question. Après, il y a un projet de règlement en ce moment européen là, sur la responsabilité du fait des objets en fait, qui utilisent des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, il va y avoir aussi tout un débat sur l'utilisation de ces objets et sur les problèmes de responsabilité. Mais c'est vrai qu'on a du coup, nous, collectivement, au sein de notre institution représentative nationale, on aura ces débats à traiter. Ces débats de responsabilité, ces débats de déontologique et de secret professionnel. Et on a aussi, je pense, un autre débat qui va peut-être émerger, c'est peut-être celui de la formation des avocats. Parce qu'effectivement, donc, la dernière table ronde à laquelle j'ai participé, justement, il y avait une enseignante de la faculté de droit de Reims qui expliquait qu'elle formait ses étudiants à l'utilisation de ChatGPT, et notamment au fait de savoir prompter. Parce que, comme l'expliquait M. Salentin, l'intelligence artificielle, elle peut être source d'augmentation de notre créativité à partir du moment où on sait l'utiliser et qu'on ne retombe pas dans la paresse. Et le risque dans notre domaine juridique, c'est que finalement, on fasse trop confiance à l'outil et que finalement, alors que notre métier, finalement, d'avocat, ça a toujours été d'analyser un cas, mais essayer aussi des fois de combattre des jurisprudences qui nous paraissaient iniques. Alors moi, du coup, j'aimerais avoir le point de vue de Charlotte, puisqu'elle est membre de la commission formation du Conseil national des barreaux, sur ces sujets justement de formation des avocats.
et sur les risques qu'elle peut identifier, notamment de perte de la richesse de notre système juridique. Merci beaucoup Isabelle et bonjour à tous. Effectivement, sur le sujet de la formation, enfin le point de départ, c'est celui de savoir est-ce qu'on crée une digue, est-ce qu'on se met à l'abri face à cette vague qu'est l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on prend la vague? Et l'analyse, je pense, vers laquelle on converge tous, c'est que oui, il faut la prendre parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Et l'idée, c'est pas de se faire submerger, et finalement, faut prendre le problème de toutes parts, et notamment par la formation. En fait, l'intelligence artificielle, il y a plusieurs niveaux, et le premier niveau, mais avec lequel on vit finalement depuis un moment déjà, c'est celle de l'open data en réalité, et du fait que depuis un certain nombre d'années, on a accès, ce à quoi parce qu'il n'était pas le cas il y a plusieurs années encore en arrière, à une meilleure connaissance du droit, notamment par l'accès aux décisions de jurisprudence, avec un écueil toutefois qui est régulièrement stigmatisé, c'est-à-dire que finalement, à la date d'aujourd'hui et dans l'analyse, une décision de première instance peut avoir la même portée qu'une décision à caractère normatif de la Cour de cassation. Et ça, il va falloir s'interroger, et finalement, les étudiants, tant à la fac que dans les écoles d'avocats et ensuite en formation continue, être lucides sur le fait qu'on risque de mettre à égalité des décisions qui n'ont pas finalement nécessairement la même portée. Il faut donc se préoccuper de cette évolution. Au-delà de l'open data, il y a la justice prédictive dont on parlait finalement ces dernières années, et qui questionnait ce point de savoir si c'était la fin de la justice humaine et si finalement les décisions allaient être normées, avec certainement un risque de pauvreté de la décision qui allait être rendue, et aussi un risque sur l'accès aux juges. C'est-à-dire que je ne sais pas dans vos cabinets comment vous traitez le point, mais c'est vrai qu'avant d'initier une procédure, régulièrement quand même, on se figure le risque judiciaire du client, et on arbitre avec lui le point de savoir si c'est une bonne idée de transiger à tel prix, ou si on prend la chance d'avoir un meilleur résultat devant un tribunal, ou le risque d'avoir un résultat moins bon. Et une des craintes, c'est de dire que finalement, certains justiciables pourraient renoncer à accéder aux juges juste sur la base d'une justice prédictive. Et effectivement, nous, avocats, on serait peut-être un peu minorés dans notre intervention, parce que aujourd'hui, enfin, en tout cas, il y a une période récente, quand on recevait les clients, c'était difficile de se figurer, si on avait plus d'une chance sur deux d'avoir gain de cause ou d'avoir un meilleur résultat. Grâce à ces outils de justice prédictive, on peut avoir des scénarios qui sont en apparence moins bons que celui-là, mais c'est les avocats aussi qui font bouger les lignes, qui font évoluer les jurisprudences, et donc il ne faudrait pas que ces outils finalement minorent, nous rendent frileux, et qui aient un impact sur l'accès au droit. Aujourd'hui, c'est la troisième étape, c'est l'intelligence artificielle générative, sur laquelle tout le monde se concentre, parce qu'évidemment, on voit la puissance de l'outil et aussi l'ampleur des écueils, avec le fait que tout part du passé et avec ce qui est renseigné. Et donc, on n'a pas nécessairement d'informations sur ce qu'il est, et beaucoup de choses vont être renseignées, mais peut-être pas tout. Et là encore, beaucoup des intervenants l'ont mis en lumière. On est en risque d'erreurs, de fausses analyses, etc. Donc, l'humain va rester tout à fait important pour garder la lucidité et faire l'analyse de ces données. Aujourd'hui, ce qui est utilisé, l'open data, donc assez largement dans les universités, dans les écoles d'avocats et dans les cabinets, tout le monde a accès à globalement à ces informations-là. La justice prédictive, il y a eu un démarrage de quelque chose. Tous les cabinets ne l'utilisent pas, mais pour vous dire, au niveau des magistrats, il y a un travail qui est effectué à l'École nationale de la magistrature, et je sais qu'ils ont un atelier où finalement, ils sont scindés en deux groupes, et deux groupes travaillent sur un cas. Et un des sujets qui leur est soumis, notamment, c'est du droit de la famille, c'est le chiffrage d'une prestation compensatoire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir finalement le chiffre sur lequel atterrissent les deux groupes. Celui qui est muni d'outils liés à une justice prédictive, et ceux qui ne l'ont pas. Et le résultat qui ressort de cet exercice, selon les informations que j'ai pu avoir de l'ENM, c'est que 80% des personnes qui ont les outils de justice prédictive, donc les magistrats, vont suivre le chiffrage qui est utilisé par l'outil. Donc c'est vrai que tout à la fois on se dit faudrait que les avocats y aient accès aussi pour mieux renseigner
leurs clients et effectivement mieux se figurer quel est leur risque ou leur chance judiciaire. Et en même temps, je rejoins Monsieur Salatin quand il disait que est-ce que c'est pas l'illustration d'un exemple de paresse et donc d'une pauvreté à venir et d'une uniformisation des dossiers, ça pourrait être un écueil. Sur le sujet intelligence générative, en termes de formation, on est seulement sur de la sensibilisation. À la date d'aujourd'hui, on n'a pas de formation commune fine, ou en tout cas, il peut s'agir parfois d'initiatives, j'allais dire, régionales. Effectivement, on sait qu'il y avait l'exemple de Reims pour l'université. On sait que s'agissant des écoles, nous, c'est l'ERAGE, donc l'école de Strasbourg, qui va travailler peut-être davantage avec ses élèves que ce que peut faire d'autres écoles. Mais c'est vrai que c'est au stade des promotions qui sont sortantes. Là, c'est seulement un travail par touche. Ça va rentrer dans les fondamentaux des écoles, donc des 11 écoles d'avocats, à partir de la promotion actuelle, enfin 2023-2024, parce qu'il faut vous figurer que les élèves qui sortent là, qui sont diplômés de leur CAPA en 2023, finalement, le plus souvent, ils ont suivi leur cours théorique en 2022. Et après, ils sont partis en stage PPI et après dans les cabinets d'avocats. Là, la promotion 23-24 et a fortiori celle 24-25 va commencer à avoir mais ce qui est dehors de la sensibilisation seulement, pour vous dire, parce que c'est de l'ordre de 3 heures, de 3 heures de formation seulement en l'état. Donc, c'est pas ça qui va complètement permettre de prendre la vague. À chaque étage, effectivement, il y a des défis. À l'université, c'est de conserver l'esprit critique. C'est de ne pas perdre quand même la culture juridique et de ne pas tomber dans la paresse dont on a plusieurs fois parlé. Au stade de la formation initiale des élèves, et ça se pose aussi au stade des universités, on a une problématique de moyens, c'est-à-dire qu'en l'état, on a tout un tas d'outils qui sortent avec lesquels on peut essayer de travailler, mais on n'a pas d'outils avocats, et c'est peut-être ça qui va marcher, et il va peut-être falloir qu'on avance en meute, en réalité, et que ça soit la profession qui élabore ou plusieurs outils avec les moyens de notre groupe qui est très important. La profession, c'est une cohorte très puissante en fait de 72 000 confrères. Donc après, ce sera une question d'allocation de ressources. Il faudra peut-être se poser la question de construire nos outils, étant précisé qu'aujourd'hui, les outils sont largement élaborés par des non-juristes. Et c'est un problème, et donc il faudra que nous, on ait la capacité aussi de travailler avec d'autres professionnels. On ne parle pas toujours exactement le même langage, mais ça serait sûrement une richesse. Et cet outil-là, il pourrait effectivement, du coup, être apprivoisé dans le cadre de la formation continue, avec un enjeu qui est de ne pas avoir de fracture numérique. On en parle souvent, mais là, on sent qu'on a une marche encore supplémentaire et qu'il va falloir faire attention à cet écueil entre nous, territorialement, et entre cabinets français et les cabinets étrangers qui sont installés en France et à Paris, mais pas seulement. Et on se rend compte qu'effectivement, eux, ils déploient des moyens extrêmement importants et il ne faudrait pas qu'ensuite, il y ait des cabinets à deux vitesses avec ceux qui ont fait cet investissement, qui ont le confort d'avoir des outils extrêmement performants, qui peuvent leur permettre des économies d'échelle et d'être que sur les tâches à très forte plus-value et intellectuelle, et d'autres cabinets qui n'auraient pas accès à ces outils. Et le meilleur moyen pour ça, selon moi, c'est que ça soit un métier, que ça soit un outil profession. Et j'en profite de vous avoir tous pour vous dire que je ne sais pas si chacun a la connaissance de tous les outils qui sont élaborés par le CNB et qui sont sur le site internet et accessibles. Et il faudrait vraiment que notre profession, pour ça, elle soit plus disciplinée et qu'elle utilise des outils profession pour les développer et les faire progresser, et que du coup, ils soient adaptés à nos problématiques et qu'on ne laisse pas faire d'autres professions que la nôtre, parce que par définition, ça sera toujours moins bien calibré que ce qu'on peut imaginer nous-mêmes. Merci Charlotte. Alors, il y avait une question aussi sur le chat sur la responsabilité. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sera responsable si on utilise un outil d'intelligence artificielle, et on suggère que ce serait l'éditeur. Moi, je pense, de toute façon, je ne sais pas comment les uns et les autres vous vivez la situation. Je trouve que régulièrement, le spot se met sur l'avocat. Donc, pour ça et pour le reste, à partir du moment où on en aura été l'utilisateur, et on a quand même la très grande responsabilité de challenger l'outil. Et donc, moi, je crois qu'il faut quand même, je ne sais pas quel sera le point d'atterrissage et quel sera le résultat, mais il faut faire l'hypothèse que la responsabilité de l'avocat sera en jeu. Hein.
Très clairement. Pour moi, une question essentielle, ça sera de pouvoir, en termes de charge de la preuve, et pour éviter un partage de responsabilité, mais essayer que cette responsabilité pèse davantage sur l'éditeur quand c'est responsable des informations, disons, litigieuses, c'est que l'avocat puisse être quand même en mesure de démontrer quelles questions il a posées, qu'est-ce qu'il a rentré comme renseignement et comme information qui ont donné lieu, qui ont amené à la réponse critiquée, en fait. Et par définition, comme on n'aura pas la main sur l'outil, enfin, ou on l'aura, mais enfin, il faudra qu'on puisse se préserver la preuve de quelle est notre part de responsabilité ou de non-responsabilité dans… Mais je pense que les débats sont loin d'être clos sur cette question, parce que quand on voit les projets de directives justement au niveau européen, on voit qu'à l'heure actuelle, on s'oriente vers une responsabilité sur toutes les personnes qui auraient influencé le système d'intelligence artificielle, en tout cas sur la question de la responsabilité des produits défectueux. Mais il y a tout un autre pan aussi qui va se poser avec les intelligences artificielles génératives. C'est par exemple si vous produisez du contenu qui est diffamatoire ou dénigrant, par le biais de ce logiciel d'intelligence artificielle, sans que vous ayez vous-même connaissance. Voilà. Donc, et en fait, tout ça n'est pas encore complètement tranché, d'où la plus grande, effectivement, prudence et vigilance, et la nécessité, effectivement, pour les avocats de se ménager des preuves. Il y a un domaine où ça a été très réfléchi, le problème de la preuve, c'est en avionique, en cas d'accident d'avion, savoir quelle est la part qui va relever du constructeur, du sol, celui qui a guidé l'avion, et puis du pilote. Et comme il y a un problème économique pour les avionneurs, c'est qu'ils veulent que les gens aillent dans les avions, et que les gens veulent bien mourir de la faute d'un homme, mais pas d'une machine. Le système est réglé pour que ce soit plutôt le pilote qui ait un problème à l'arrivée. Parce qu'on considère toujours effectivement que ce sont des outils, c'est-à-dire c'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, l'organisme de copyright américain a refusé d'accorder du droit d'auteur à une œuvre qui avait été intégralement produite par de l'intelligence artificielle, en considérant que ça ne pouvait pas être considéré, en fait, être protégé par le droit d'auteur parce qu'il n'y a pas d'intervention humaine, en fait. Moi, maintenant, j'aimerais donner la parole à François Giraud, parce qu'on a beaucoup parlé des défis. Évidemment, c'est important pour notre profession, notamment dans le cadre de la mandature qui se présente, mais également les opportunités. Comment on peut améliorer, grâce à l'intelligence artificielle, les process qu'on a en place au sein de nos cabinets. Merci Isabelle, bonjour à tous. Oui, alors comment essayer d'optimiser les process d'une journée type, on va dire, d'avocat? Alors bien sûr, je vais partir du postulat que toutes les conditions et éléments qu'on a pu évoquer avant, que ce soit la sécurité des données, des outils maison ou à tout le moins dont on contrôle l'origine et le traitement des données, le secret professionnel et notre déontologie, je pars de ce postulat-là, on a un outil qui fonctionne et comment peut-on améliorer du coup notre productivité et par ricochet notre compétitivité? L'objectif, on le sait, c'est d'essayer de se positionner sur les tâches à meilleure et à plus forte valeur ajoutée. Et donc, une journée type d'un avocat entrepreneur, comme nous le défendons bien sûr au niveau de la CE, c'est quoi? C'est tout d'abord, on va rentrer le dossier et gérer le rendez-vous. Une fois, après, on va facturer et encaisser le client. On va produire, assurer la défense du client. Et à côté, on le sait tous, on doit se développer et assurer le marketing pour développer nos cabinets. Je vais essayer de prendre point par point vraiment chaque étape de ce process type et cyclique que l'on gère tous les jours dans nos cabinets pour essayer de voir comment l'IA demain peut être une opportunité pour nos cabinets. Premier point, on rentre le client, on le reçoit en rendez-vous. On le sait tous, en fonction de nos process, on reçoit le client, on prend des notes, on va ensuite faire un compte-rendu, on va envoyer un mail, on va envoyer des signatures, etc. Une solution qui peut y avoir et qui est déjà d'actualité, c'est on a un stylo ou un élément d'IA, on va enregistrer l'intégralité du rendez-vous, il va y avoir une retranscription en direct de l'intégralité de ce rendez-vous. Ensuite, on demandera à l'IA de faire un résumé de ce rendez-vous avec les points clés évoqués. On l'oriente pour lui dire donne-moi et formalise-moi tel et tel problème par rapport à ces éléments. Sur la base de ce compte-rendu-là, ensuite, on s'en sert de base pour rédiger notre convention d'honoraires qu'on envoie du coup en signature électronique. On voit que on va quand même gagner des minutes, voire des heures précieuses dans nos cabinets respectifs pour optimiser, accélérer nos process
et faire en sorte de rentrer encore plus rapidement le client. Ça, premier point, c'est une réalité. L'autre jour, au congrès à Toulouse, on a un des partenaires qui m'a présenté une solution comme ça. Deuxième chose, la facturation et l'encaissement. Ça, on le sait, on a tous des outils dans nos cabinets respectifs où on va avoir des champs de fusion de nos factures, on va faire en sorte ensuite donc d'envoyer les mails et surtout l'appel du recouvrement que nous avons tous dans nos cabinets, le recouvrement. Là-dessus, encore une fois, à partir du moment où on aura un outil de gestion métier qui nous permettra de dire dans tel dossier, envoie-moi une relance de niveau 1, 2 ou 3 en fonction de ce que l'on aura calibré dans notre logiciel, on gagnera encore une fois soit un temps précieux en interne, soit on optimisera le temps de secrétariat juridique, qu'il soit interne, externe, ou si on a un service comptabilité dans le cabinet, pour à nouveau accélérer notre process. Et le cœur, j'ai envie de dire, c'est le troisième point, c'est au niveau de notre production et d'assurer le cœur de notre activité, c'est-à-dire la défense des intérêts de nos clients. On le sait, ça a été évoqué par le professeur Saint-Martin, ChatGPT, c'est un idiot utile, c'est bien, mais ChatGPT, demain, il sera pas stratège, il sera pas créatif, il pourra pas établir du coup une stratégie ou adapter des faits par rapport à une réalité factuelle qui aura été précisée par notre client et encore moins, il pourra encore moins aller plaider nos dossiers demain là-dessus. Donc, on voit bien que le cœur de notre activité, là où on est attendu, eh ben ça, on le gardera. Mais à côté, là où on perd potentiellement du temps et de l'efficacité, on pourra s'appuyer sur ces outils, encore une fois, sous réserve que les conditions de sécurité soient garanties, mais plusieurs éléments. Premier point, au niveau de la recherche. On le sait, il y a tous les éditeurs juridiques qui sont en train de greffer des outils d'intelligence artificielle dans leur base de données pour faire en sorte d'optimiser la recherche. Donc, ça veut dire que demain, et voire même aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui pour certains éditeurs, demain dans quelques semaines pour d'autres, vous pouvez demander à votre éditeur de chercher sur un sujet, sur une problématique, de rechercher les jurisprudences éventuellement qui ont pu être rendues contrat par rapport à la situation que l'on a et éventuellement même on peut basculer ça ensuite dans notre logiciel et dire sur la base de telle jurisprudence, merci de me faire un mail dans telle orientation à l'égard du client pour lui dire en l'état de telle jurisprudence, il semblerait que votre cas est quand même mal parti, nous pouvons envisager ça ou ça ou ça et on voit qu'on gagne du temps. Et c'est là où c'est important, c'est-à-dire que nous, notre travail, c'est l'analyse, c'est pas forcément la rédaction en tant que telle du document, mais par contre, encore une fois, ne pas rentrer dans la paresse et bien évidemment rester vigilant sur la rédaction, sur ce qui sort et ce qui est envoyé. Deuxième point, en matière de conseil, en matière de contrat, on l'a évoqué tout à l'heure, il faut pas se fier au système de fusion de l'ensemble des contrats que l'on peut avoir, mais par contre, là où j'ai envie de dire l'intelligence artificielle pourra être utile, c'est quand elle sera greffée sur nos bases de données cabinet de nos logiciels métiers, on lui dira, on cherche, on a tous des dossiers comme ça où on dit j'ai eu un contrat sur tel dossier, telle clause, c'était intéressant, recherche-le moi dans ma base de données. Et au lieu que ce soit nous qui cherchions, c'est l'intelligence artificielle qui le fera. Elle nous ressortira éventuellement des closiers intéressants. On pourra faire une comparaison et du coup adapter ça. Pareil, si un confrère nous envoie un contrat, on peut le passer en première lecture dans une moulinette d'intelligence artificielle qui nous sortira les éléments clés et nous permettre de gagner du temps. On voit que c'est une réalité. Ça existe déjà, on pourra l'utiliser. Dernier point, sur le contentieux, on voit bien, et ça a été évoqué notamment par Charlotte, il y a des outils à l'heure actuelle qui nous permettent en fait d'anticiper, on appelle ça la justice prédictive, mais qui nous permettent à tout le moins de quantifier le risque judiciaire, de quantifier éventuellement ce que l'on pourra demain proposer comme indemnité, comme ou autre. Et ben ça en fait, il nous faut l'utiliser, l'appréhender. Charlotte l'a développé, je ne reviendrai pas dessus, mais on voit bien que en matière de contentieux, que ce soit dans l'analyse du risque judiciaire ou que ce soit dans l'accélération de l'analyse des écritures adverses, quand on peut éventuellement donner également à l'IA les écritures adverses qui va nous sortir un résumé pour nous faire gagner du temps. Encore une fois, ça nous fera gagner du temps et nous concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Et j'ai envie de finir juste sur le dernier point qui est vraiment des fois oublié par certains, c'est le développement au niveau du marketing. Pas plus tard que la semaine dernière avec mon associé, on cherchait un nom pour développer, pour sortir
un thème de conférence en matière de défense et procédure collective, prévention, tout ça. On n'avait pas d'idée. Et donc, on me dit, propose à ChatGPT. Et donc là, je dis, voilà, ChatGPT, je suis avocat, j'organise une conférence en matière de défense des chefs d'entreprise et modalités et toutes les procédures collectives en matière de prévention. Peux-tu me donner, s'il te plaît, une idée de conférence sur tel thème, sur tel sujet avec tel champ lexical? Et il m'a sorti 10 propositions. Il m'a fait gagner, on va dire, 20 minutes de brainstorming avec mon associé. Donc voilà, c'est une réalité. L'intelligence artificielle peut et constitue aujourd'hui une opportunité. Il nous faut la saisir dans le respect, bien sûr, de toutes nos obligations. Merci François. Et, il y a aussi une question sur le chat pour Monsieur Salentin d'un utilisateur qui demande les références bibliographiques sur la différence que vous avez mentionnée entre la logique de calcul et l'absence de formalisme de l'IA. Je vais y réfléchir. Ici, c'est pas tellement courant parce que les recherches, tout ce qui est autour de logique intuitionniste, il y a des références. Tout ce qui est autour de logique intuitionniste et formalisme de l'IA, il y a des articles, mais ils sont vraiment très haut niveau en sciences. C'est difficile d'accès en particulier. Alors, donc, j'ai du mal à donner une référence simple. Sinon, je vais sortir un livre au mois de décembre, j'espère, qui en parlera en partie. Merci. Il faut attendre. Pour terminer ce webinaire, je voulais passer la parole à Sophie Cornu, parce qu'on a beaucoup évoqué la profession d'avocat, mais l'intelligence artificielle vue du côté des autres professions du droit, ça donne quoi? Merci Isabelle. Écoutez, oui, j'ai eu l'occasion de participer à un certain nombre de tables rondes, de conférences sur le sujet de des cyberattaques et de l'intelligence artificielle. Et ce que l'on voit de manière assez récurrente, voire même unanime, c'est que l'ensemble des professionnels que j'ai pu côtoyer, c'est-à-dire des magistrats, des experts comptables, des notaires, notamment, voire des journalistes même, me disent tous que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, la voit véritablement, comme on peut la voir, et on l'a rappelé aujourd'hui, comme une véritable opportunité. Tout le monde a dans les derniers mois craint que l'intelligence artificielle ne soit finalement source de suppression d'emplois, voire de détournement de compétences. Mais aujourd'hui, je crois que l'ensemble des professionnels sont plutôt positifs et envisagent l'IA comme une manière de pouvoir développer nos cabinets dans ce qu'on sait faire de mieux. Et en tous les cas, pour les avocats, je crois qu'on l'a tous rappelé et c'est à chaque fois les mots qui ressortent, c'est qu'au final, nous sommes et nous devons rester créatifs, rester empathiques et rester dans le contrôle, à ne pas témoigner une confiance absolue aux outils qui pourraient être mis entre nos mains. Donc, comme le disait Charlotte très bien tout à l'heure, il faut qu'on prenne la vague. Je crois que ça, c'est indiscutable, comme d'autres professionnels le font. Et pour prendre cette vague, il ne faut surtout pas qu'on soit en retard. Et pour ne pas être en retard, le meilleur moyen de pouvoir maîtriser les outils d'IA, de pouvoir être formé à la fois aux problématiques éthiques et aux enjeux et aux opportunités que nous propose l'IA, et également à pouvoir préserver notre secret professionnel. Notre seul moyen pour ne pas être arrivé trop tard, c'est finalement qu'on puisse mutualiser nos forces, mutualiser nos ressources, mutualiser nos compétences pour développer l'IA dans nos cabinets, pour faire en sorte que notre secret professionnel soit préservé, que notre formation continue soit assurée et que nous puissions faire ce que l'on sait faire de mieux, c'est-à-dire conseiller nos clients, les rencontrer et avec eux construire des solutions techniques et imaginatives. Merci Sophie. C'est très intéressant ce que tu dis, puisque justement la mutualisation des outils d'intelligence artificielle, c'est un des axes du programme que porte la CE dans le cadre des élections au Conseil national des barreaux à venir. Oui.
Parce qu'effectivement, comme Charlotte le rappelait, l'important, c'est effectivement de veiller à ce qu'il n'y ait pas une fracture numérique au sein de la profession et qu'on puisse tous avoir accès à des outils qui soient respectueux de l'éthique et de notre déontologie telle qu'on l'a évoqué. Voilà, alors je voulais vous remercier tous d'avoir accepté de participer à ce webinaire et remercier tous les participants qui ont suivi en live sur LinkedIn ce webinaire. On a essayé de tenir le temps, même si on déborde toujours un petit peu, mais je suis très fière de nous parce qu'on a quand même on a débordé seulement de 10 minutes, ce qui laissera à tout le monde le temps de déjeuner. Encore un grand merci à tous et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Un grand merci à tous. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Au revoir, merci.